Après la campagne à Shiga, la campagne à Nara, maintenant nous voilà dans la campagne à Yogo. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite avant la première course là. Aujourd'hui on parle de support moteur et on parle d'huile. Voilà, bienvenue chez Morimoto-san. Alors Morimoto-san, c'est la personne qui va m'aider cette année. Il va faire l'entretien et l'assistance sur toute l'année, quoi. Je vais certainement aussi avoir un coup de main de Makino-san. Makino-san, pour ceux qui regardent un petit peu mes vidéos, vous devez vous souvenir, c'est lui. Aujourd'hui, c'est un peu de la triche, là. La voiture elle est sur le pont. On va bricoler un petit peu dessus, donc c'est pas comme si j'étais avec 4 chandelles dans les graviers là. Cette fois-ci, c'est un peu plus luxe là. Comme vous pouvez le voir, la boîte elle est démontée. En fait, on s'occupe de l'embrayage. Il manque quelques petites pièces, donc ça va certainement se terminer demain. Et je vais en profiter pour faire les supports moteurs AWR et aussi la première vidange parce qu'elle n'a toujours pas été faite. Donc, ce serait bien de s'en occuper un petit peu. Et voilà, on profitait de ça pour vous parler un petit peu de ces deux sujets. L'intérêt premier des supports moteurs et des cylindres en bloc renforcés, en fait, c'est de réduire les mouvements du moteur. Ça ne va pas vous faire gagner en puissance ni en couple, mais en fait, quand vous allez mettre le pied dedans, le moteur va avoir moins tendance en fait à pivoter sur son axe, ce qui va pouvoir vous permettre d'avoir en fait une réponse plus rapide à la pédale, un meilleur feeling. L'autre avantage de réduire les mouvements moteurs, c'est pour le passage de vitesse. Quand le moteur va être en charge, quand on va avoir le pied dedans, en fait, avec le couple, il va se mettre dans une certaine position. Quand on va passer le rapport, qu'on va lâcher les gaz, plutôt dans l'inverse, quand on va lâcher les gaz pour passer le rapport, le moteur va avoir tendance à revenir. Si les cylindres blancs sont vraiment très mous, il va peut-être même osciller un petit peu. Et à ce moment-là, quand on veut enclencher la vitesse, des fois, on peut avoir des difficultés. Donc là, avec des cylindres blocs plus rigides, on aura beaucoup moins de mouvements de moteur et de boîte, et les passages de rapport vont se faire plus facilement. Un des points forts de ces supports moteurs AWR, en fait, c'est qu'ils sont en 3 parties. Donc on a la partie qui est fixée au moteur, la partie qui est fixée au châssis, et on a le cylinder block en lui-même qui est au milieu là. C'est les cylindres blocs énergie, donc ils travaillent depuis des années avec énergie, ils en sont super contents, et en général c'est des cylindres blocs qui durent des années, vous n'avez pas à vous en soucier, quoi. Ils offrent en outre 4 niveaux de dureté différents. On a super soft, soft, medium et hard, ce qui permet aussi d'adapter le cylinder block à votre utilisation, quoi. Si vous conduisez plus sur route ouverte, peut-être avoir un truc un peu plus soft pour éviter d'avoir toutes les vibrations du moteur qui vont être répercutées dans l'habitacle et sur le châssis, quoi. Bon, moi je suis pas allé sur le super hard non plus parce qu'ils m'ont conseillé de rester sur du medium. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Normalement ça devrait être suffisant. Là il n'y a pas besoin non plus d'être sur du très très dur, quoi, pour profiter de tous les bénéfices d'un système comme ça. Aussi les cylindres blocs sont relativement compacts. On a d'autres systèmes qui existent avec des cylindres blocs beaucoup plus gros, et pour une même dureté, si un cylindre bloc est plus gros, il y aura plus de liberté de mouvement en fait, quoi. Donc là on a un système qui est très compact, qui devrait être suffisamment rigide pour que j'ai plus de problèmes de moteur qui se baladent dans tous les sens, quoi, et aussi avoir une facilité de passer les rapports. Sur la Miata, l'installation de ces supports moteurs n'est pas très très compliquée. Si vous devez le faire tout seul dans votre garage ou dans votre jardin sur 4 chandelles, c'est aussi jouable. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Je vous invite à regarder les tutos sur internet. Bon, moi j'ai de la chance, la voiture elle est sur clic, elle n'a plus la boîte, elle n'a plus la clim, elle n'a plus le collecteur d'échappement. Donc en gros, l'accès notamment au support moteur qui est côté échappement, il est très facile, quoi. Côté admission, il y a toujours le collecteur d'admission, donc ça c'est un petit peu plus délicat, mais ça va se faire très très simplement. Il y a plusieurs manières d'attaquer les travaux. J'ai vu quelques gars qui notamment désolidarisaient le support moteur du support châssis pour ensuite aligner le tout et passer la vis à travers. À mon avis, ça c'est pas forcément la bonne manière, parce que si le moteur est un poil de travers, vous allez galérer à mettre la vis. Ce que je vous conseille, c'est de monter l'ensemble tel quel, quitte même à serrer ici. Vous n'allez pas serrer très très fort là. Ça sert à rien de venir écraser le cil en bloc, surtout que vous avez un écrou ici nylon, donc il ne va pas se desserrer ni avec les vibrations ni rien, quoi. Donc venez juste serrer pour que ça ne bouge pas des masses, et venez pas serrer comme un âne au point de tordre les pattes là et de mettre du stress sur les soudures. Ça sert à rien, quoi. En fonction de ce que vous avez démonté sur la voiture, de ce qui est encore installé, si vous avez par exemple plus la boîte, plus le collecteur d'échappement, enfin etc., quoi, peut-être qu'il y aura un ordre qui sera mieux que l'autre. Soit vous démontrez en premier
le support moteur côté admission, soit en premier le support moteur côté échappement. Moi, dans mon cas, comme il n'y avait plus le collecteur d'échappement, ce qui était en fait plus facile cette fois-ci, c'était de démonter le support côté échappement, remplacé par le nouveau, de manière à ce que le moteur soit de nouveau bien positionné, et après lever le moteur suffisamment en fait pour pouvoir travailler et retirer le support moteur côté admission facilement. Le premier support moteur à gauche, là, côté échappement, est tombé. Donc là, je ne vous cacherai pas que si vous n'avez pas les outils, ça va être un peu compliqué. Notamment du côté admission, là, il faut vraiment des longues rallonges pour avoir accès aux vis depuis le passage de roue. Là aussi, pour le coup, celui-là, c'était plus facile à retirer les vis par le dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le collecteur d'échappement. Donc ça facilitait grandement la tâche. Sinon, il faut des grandes rallonges et passer par le passage de roue. Vous avez accès aussi aux vis et ça va tout seul. Donc là, le moteur est suspendu ici, là. Donc une fois que vous avez mis un petit peu ça en tension, qu'il est bien suspendu, ça vient tout seul, quoi. Voilà, et de 1. Donc là, la prochaine étape, c'est de remplacer celui qu'on vient d'enlever, la côté échappement, par le support moteur AWR. Comme ça, quand on va enlever l'autre côté admission, le moteur, il ne sera pas sur rien du tout, quoi. Il ne va pas se balader comme ça. On va remettre celui-là, ça permet de guider le moteur. Une fois qu'il sera guidé, on va enlever l'ancien côté admission et le remplacer par le nouveau côté admission. Donc voilà un peu pour l'ordre des choses. Et voilà, les supports moteurs, c'est terminé. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Bon, en même temps, là, j'étais un peu en cheat mode avec le pont, le treuil, la boîte en moins, le collecteur d'échappement en moins. Enfin, bref, voilà quoi. Mais c'est pas très compliqué. Honnêtement, si vous avez les outils qui vous permettent d'accéder aux vis qui sont un petit peu, notamment côté admission, qui sont un petit peu loin là, ça se fait tout seul. Voilà. Encore une fois, un très très gros merci à WR pour le support cette année-là. Merci beaucoup. Allez faire un tour sur leur boutique et utilisez mon coupon de réduction Bac à John. Ça vous donnera des réductions sur tout le site. Je vous mets le site là et je vous mets le coupon aussi là. Voilà, suivante étape suivante, ça va être l'huile. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un problème avec l'huile. Ça remonte à l'époque où j'étais en France sur la 33 GTR et c'était très dur de trouver une huile adéquate pour la voiture. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et l'huile pour moi c'est vraiment un sujet spécial. Quand j'ai dû chercher une huile pour la Lotus, j'ai découvert les produits Liqui-Moly, j'ai testé et j'ai vraiment aimé la réaction de la voiture, j'ai vraiment aimé la qualité des produits. Je ne vais pas vous mentir, la voiture elle n'allait pas plus vite ou il n'y avait pas plus de puissance, mais j'ai aimé le feeling au moteur et notamment sur la boîte où à l'époque j'utilisais de la Motul 300 et ça me donnait pas mal d'accro en fait à froid. Quand je suis passé sur les Liqui-Moly avec le même indice de viscosité, j'ai eu beaucoup moins de soucis et à chaud elle était toujours très très bonne. Donc voilà, c'est des produits que j'aime particulièrement et quand je les ai contactés pour savoir si ça les intéressait de m'aider sur le projet Roadster cette année, ils m'ont dit oui. Donc je suis vraiment heureux de vous dire que cette année je vais avoir Liqui-Moly comme partenaire sur la compétition. C'est génial parce que c'est des produits que j'ai testés, c'est pas un truc que je vous vends que je connais pas, quoi. C'est des trucs que j'ai testés, que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Là sur la NB, la première vidange que je vais faire, ça va être avec leur 0W40 full synthétique. J'ai voulu quelque chose d'un petit peu fluide pour commencer, pour être sûr que le moteur soit bien protégé, sachant que le moteur est un petit peu ancien aussi. Si par la suite je me rends compte que c'est un poil trop fluide, que la voiture consomme un petit peu trop d'huile, je passerai sur un truc un peu plus épais. Quand même, pour l'instant, c'est avec ça que je voulais commencer. Pour la boîte, je vais passer sur du 75-90. C'est l'indice préconisé par le constructeur. Je ne vais pas plus haut. Ça ne sert à rien. La voiture n'a pas de puissance. Je n'ai pas besoin d'avoir une huile qui soit plus visqueuse ou qui tienne mieux les hautes températures. Et de la GL4+. Donc là, faites bien attention à ce que les constructeurs vous préconisent. Pour les boîtes qui ont des synchros un peu sensibles, il faut bien faire attention de ne pas mettre des huiles avec des additifs trop agressifs. Notamment de la GL5. En général, les GL5, elles sont réputées pour être plus résistantes à température, etc. Parce que, notamment, elles ont des additifs qui vont pas forcément matcher correctement les pièces en fait, qu'il y a dans la boîte. Notamment les synchros. Donc ça, faites bien attention. Dans le pont à l'arrière, je vais mettre de la GL5 parce que là, il n'y a pas de synchro et pas de problème de ce niveau-là, quoi. Mais je reste aussi sur de la 75-90, mais pas une huile avec une viscosité plus élevée, parce qu'une viscosité plus élevée, en fait, va générer plus de résistance.
C'est pas grand-chose, hein, c'est des pouillèmes, mais bon, quand on a une voiture qui est légère et qui n'est pas très puissante, on évite d'avoir ce genre de résistance avec des huiles qui sont un petit peu visqueuses, un petit peu dures, quoi. Là, on va faire la vidange moteur, je vais pas vous passer le process, c'est quand même pas bien compliqué. Je vous ferai un feedback plus tard, après la course certainement, voir si la viscosité c'était la bonne ou s'il faut trouver quelque chose d'un peu plus épais. J'ai pas assez de retour pour l'instant sur la voiture, j'ai encore vraiment pas conduite, donc je peux pas trop vous dire. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, ça va aller dans la voiture, je sais que je vais pouvoir rouler les yeux fermés et attaquer la première course comme ça. Tant qu'on est à parler d'huile, là, je voudrais vous parler d'un truc qui est super important pour moi, c'est le oil catch can, le décanteur d'huile, là, comme on dirait en français, quoi. C'est souvent la première modif que je fais sur une voiture, notamment une voiture d'occasion qui a pas mal de bornes, et ce pour plusieurs raisons. Allez, bouge de là, je prends le relais. Après avoir regardé les rushs là, chez Molly Moto 5, je me suis rendu compte qu'en fait je suis parti un petit peu dans tous les sens là, sur le sujet du décanteur et de l'huile, et je voudrais y revenir à tête reposée pour vous donner de meilleures informations et plus concises. Dans un premier temps, il faut bien comprendre ce qui se passe dans le moteur. En fait, quand on a une combustion dans le cylindre, là, on génère une pression, et cette pression va un petit peu s'échapper par la segmentation. Ça, on peut rien y faire, c'est comme ça. Pour pas qu'elle s'accumule en fait dans le bas moteur, on crée des sorties généralement situées sur le couvre-culasse pour évacuer cette surpression. Pour des raisons de pollution, en fait, cet air chargé en vapeur d'huile, on ne peut pas le laisser s'échapper dans la nature. Les constructeurs créent des systèmes qui permettent en fait de recirculer cet air vers l'admission pour ensuite le rebrûler. Là, ça pose principalement deux problèmes. Le premier problème évident, c'est que cet air chargé en vapeur d'huile va venir encrasser le moteur, et notamment les soupapes. Le deuxième problème, qui pour moi est beaucoup plus sérieux, c'est qu'en fait, cet air pollué a une résistance à l'auto-inflammation beaucoup plus faible qu'un mélange, on va dire entre guillemets, propre, c'est-à-dire seulement d'air et d'essence. Ce qui va se passer, c'est quand on va le réaspirer dans le cylindre, on va avoir dans certains cas, en fait, un départ de combustion, avant même que l'étincelle ait allumé le mélange, qui va pouvoir générer des chocs, soit parce que on va avoir le pic de pression qui va se passer avant que le piston soit au point mort haut, soit on peut avoir aussi par exemple un front de flamme qui va démarrer d'un côté, l'étincelle qui va allumer le mélange de l'autre, et des ondes en fait de choc qui vont se répercuter dans le moteur et qui peuvent être vraiment destructrices. C'est donc pour ces deux raisons qu'on essaye d'éviter de recirculer de l'air pollué en vapeur d'huile vers l'admission. Et c'est à ce moment-là qu'en fait intervient le décanteur d'huile, ou l'oil catch tank comme on dit en anglais, quoi. En fait, le principe de l'oil catch tank, c'est de récupérer ces vapeurs saturées et de les séparer. On va décanter l'huile, la remettre en propriété liquide en fait, quoi, et réinjecter de l'air propre seulement vers le moteur. Un décanteur d'huile qui est vraiment efficace, c'est quelque chose qui coûte parfois assez cher. Quand on fait de la course, qu'on évite d'avoir des trucs encombrants dans le moteur, qu'on évite de rajouter du poids, et où l'écologie, en fait, c'est pas forcément notre souci premier, on va faire des systèmes plus simples qui vont pas recirculer vers l'admission, parce qu'il y a toujours, même si ça décante bien, il y a toujours un risque que l'air soit un petit peu pollué, des systèmes en fait qui sont ouverts vers l'extérieur. On va faire en sorte de connecter toutes les sorties sur les décanteurs d'huile. La plupart du temps, elles sont situées seulement sur le couvre-culasse, mais parfois sur certains moteurs turbo qui ont de fortes pressions de combustion et donc beaucoup de blow-by, on a aussi des sorties qui sont connectées sur le bas moteur. Donc de là, on va tout envoyer vers notre décanteur, et la sortie du décanteur, on va essayer de la diriger vers le sol. Ne la dirigez pas vers le collecteur d'échappement, parce que bien évidemment ça peut créer des incendies, et ne la dirigez pas non plus vers les roues, parce qu'on ne veut pas envoyer cet air gras sur les pneus. Évitez aussi de connecter les durites ensemble. Si vous avez deux sorties sur votre culasse, vous aurez deux entrées sur votre décanteur d'huile. La plupart du temps, on a une connexion entre le couvre-culasse et le répartiteur d'admission. Et généralement aussi, sur cette portion-là, on a une valve PCV. Cette valve PCV, c'est une valve à sens unique qui permet seulement la circulation de la surpression du couvre-culasse vers l'admission. Cette valve-là, il faut la retirer parce que si vous la laissez, l'air ne pourra pas s'échapper librement en fait, du couvre-culasse vers le répartiteur parce qu'il n'y a rien qui va l'activer. Une fois que ça c'est fait, aussi pensez à bien reboucher l'entrée côté répartiteur d'admission. On ne veut pas laisser un truc à l'air libre, quoi. Le volume du décanteur d'huile a aussi une importance. Quand on a par exemple une casse moteur ou qu'on va faire un tonneau, on peut avoir certains cas en fait où le moteur va recracher de l'huile liquide vers le décanteur. Si le volume n'est pas suffisant, ce qui va arriver, c'est qu'en fait, ça va dégueuler. Et là, soit vous polluez la piste, et ça, en général, on ne veut pas ça, quoi. Ou encore pire, vous pouvez avoir de l'huile liquide qui va être recrachée sur le collecteur d'échappement et créer un incendie de la voiture. Donc ça, il faut bien faire attention d'avoir, au minimum, en général, pour un moteur d'1,8 litre, 2 litres, on essaye d'avoir un décanteur d'au moins 2 litres. C'est à peu près la règle. Le décanteur d'huile, pour moi, aussi, a une fonction de diagnostic. En général, c'est la première pièce que j'installe sur une voiture, notamment si elle est un petit peu ancienne et que le moteur a des kilomètres, quoi.
Après avoir roulé un certain temps, je vais regarder le liquide que je récupère. Et si par exemple il est principalement constitué d'eau, bon, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est juste l'air ambiant, l'humidité ambiante là, qui a été condensée, décantée, et il n'y a pas de problème réel sur le moteur, quoi. Si on commence à récupérer une mélasse qui est très huileuse, qui est très grasse, là, on va commencer peut-être à se poser des questions. C'est peut-être la segmentation qui faiblit un petit peu, et on a beaucoup de blow-by, c'est-à-dire que beaucoup de cette pression de combustion s'échappe vers le bas moteur, se mélange avec les vapeurs d'huile et est recirculé dans le décanteur. Si vraiment ce mélange est fort en huile, peut-être commencer à regarder au niveau de la segmentation. Si votre mélasse a une forte odeur d'essence, là il faut faire vraiment attention, parce que ça peut vouloir dire qu'en fait on dilue notre huile. Sur un moteur à injection classique, en fait, on injecte l'essence lorsque la soupape est fermée. Ça permet l'essence de se vaporiser et d'avoir un mélange plus homogène. Quand on va modifier notre moteur, en général, on va apporter plus d'air et on veut apporter plus d'essence. Si on n'augmente pas la taille des injecteurs ou la pression d'injection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le temps en fait, d'injection. Et on peut arriver à un point où on va continuer d'injecter l'essence, même lorsque la soupape est ouverte. Et avoir des fines gouttelettes qui ne vont pas avoir le temps de se vaporiser et venir se coller sur les parois et se mélanger avec l'huile. Quand on a de l'huile qui est polluée avec de l'essence, je ne vous fais pas un dessin, ses propriétés lubrifiantes en fait sont affectées, quoi. Et on peut arriver dans certains cas extrêmes où on va avoir des glaçages de cylindres, on peut avoir des coussinets aussi qui dégagent. Donc voilà, c'est quelque chose de très grave et il faut faire très attention. J'espère que vous avez compris un peu l'intérêt d'un décanteur d'huile et que ça a été informatif. Voilà, on va retourner avec l'autre affreux sur le terrain parce qu'il a encore des trucs à vous dire. Deux petits tips qui sont liés à l'huile. Le premier, aussi lui lié au blow-by, c'est la jauge de niveau d'huile. Certaines fois, en fait, si par exemple il y a énormément de blow-by sur un moteur, et ça arrive sur les moteurs turbocompressés par exemple, et qu'il n'y a pas suffisamment d'évacuation, de capacité d'évacuation en fait à travers le séparateur d'huile, ce qui peut arriver en fait, c'est que la tirette d'huile va sauter et vous allez avoir de l'huile éjectée partout dans le moteur, et ça c'est vraiment dégueulasse. Alors moi ce que je fais, c'est que j'y mets un petit ressort, ce qui permet de la garder bien en place. Et si vraiment il y a une surpression trop importante, elle va quand même réussir à se lever un petit peu, on va avoir la surpression qui va s'évacuer. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et le deuxième, c'est sur le bouchon de remplissage. Ça peut être déjà arrivé, vous avez le bouchon de remplissage en fait, qui, avec les vibrations, se desserre, il tombe, et là c'est pareil, vous avez le même problème, vous avez de l'huile qui est éjectée partout dans le moteur, et c'est dégueulasse, quoi. Notamment sur les voitures un peu anciennes où le joint torique dans le bouchon est vraiment fatigué et dur, quoi, et quand on le serre, c'est un peu comme du caoutchouc dur, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous n'avez plus vraiment cet effet de serrage, c'est juste comme une vis toute bête, vous arrivez, hop, ça se bloque, un point c'est tout. Mais avec la vibration, elle peut se sortir un petit peu. Et du coup, moi ce que je fais, c'est je mets un petit ressort de rappel, ça fait que j'ai même pas besoin de serrer le bouchon d'huile très fort, je le mets juste en butée quasiment, et avec le ressort, hop, je le maintiens, et ça empêche de le desserrer pendant que je roule. Voilà, pour les petits tips au papy JC. Je vais avancer un petit peu là, Morimoto-san il est en train de se demander ce que je fais, là ça fait plus d'une heure que je fais de la vidéo. Bref, j'espère que ça vous a plu, ce sujet sur les supports moteurs et sur l'huile là. C'est quelque chose qui est vraiment super important pour moi, quoi, je voulais partager. Je reviendrai peut-être dessus plus tard quand j'aurai plus de retours et plus d'expérience avec la voiture. Mais en attendant, voilà, les plus gros trucs ont été faits sur la caisse. Il reste que quelques détails et on arrive bientôt au premier round. Ça a été une aventure la préparation de la voiture là en 2 mois là, mais on arrive au bout là. Donc si tout se passe bien, prochain coup où je vous vois, ça sera sur les circuits de Centrale. Donc voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.